Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Anna Goer. Je me présente très rapidement pourquoi je viens vous parler de la propagande et de la désinformation. À quel titre? Je dirais il y a deux raisons à cela. C'est un sujet qui m'a toujours passionnée. D'une part, j'ai travaillé pendant à peu près 30 ans dans le domaine de la com. J'ai dirigé des agences de com. Et donc, même si je faisais de la pub et de la communication, c'est quand même quelque part une façon de travailler les cerveaux de la population pour savoir comment les influencer et pour qu'ils achètent des choses. Donc c'est un sujet où on touche à tout ce qui touche en fait la manipulation, mais surtout, je dirais la vraie raison, c'est que je suis née dans un pays totalitaire, j'ai vécu pendant 20 ans dans un régime totalitaire, et quand j'avais votre âge, quand j'avais 20 ans, 21 ans exactement, je suis partie, enfin, je me suis enfouie. Je suis née à Prague, en République tchèque, dans la période qui pour vous, ça doit paraître un peu comme la préhistoire, mais c'était encore avant la chute du mur, dans un régime communiste où il y avait la censure, on n'avait pas le droit de s'exprimer, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on pensait. Et je suis partie vivre en France, donc j'avais l'asile politique ici. Et pour la toute petite histoire, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je vais quand même vous la raconter, parce que quand je préparais cette présentation pour vous, j'ai fouiné dans quelques archives, et y compris dans les archives de la STB. STB, c'est le KGB tchèque. Quand le mur est tombé, on a déclassifié certains documents et on pouvait accéder à plein de choses auxquelles on ne pouvait pas accéder. Et donc, j'ai un peu regardé les différentes opérations qui existaient, et je tombe avec stupéfaction sur deux opérations qui ont eu lieu en 1981 à Paris. C'était l'année où je suis arrivée à Paris, en été. Moi, je suis arrivée au mois d'août en 1981 à Paris. Et la première chose que j'ai faite, je suis allée travailler un peu chez Tigrid. Tigrid, c'était une maison d'édition qui est dirigée par M. Tigrid, qui était une maison d'édition des dissidents tchèques. Les dissidents, c'était donc des gens qui publiaient des livres, tout ce qui était interdit en fait. Toutes les publications qui étaient interdites, par exemple des publications de Pavel Havel, qui ensuite était devenu le premier président de la République après la chute du mur. Donc tout ça, ça a été publié ici à Paris, dans rue Dauphine. Il y avait une petite maison d'édition. Et on faisait ce qu'on appelle les samizdat, c'est-à-dire on photocopiait tous les documents interdits. Ça passait à Vienne. Et à Vienne, par un réseau clandestin, ça passait en République tchèque. Ça a été distribué pour que les gens puissent le lire. Donc moi, je suis arrivée chez Tigrid et je photocopiais les trucs. Je les mettais dans les enveloppes sur les fichiers, là où ça pouvait être envoyé directement. Et puis, je lui ai dit, moi, je ne veux pas qu'on me connaisse, je ne veux pas donner mon nom, parce que j'avais un espèce de pressenti en me disant, ici, c'est quand même la zone où se rencontrent tous les dissidents, on risque d'être quand même un petit peu contrôlé. Bon, mes copains parisiens me disaient, t'es un peu parano. Et en fait, qu'est-ce que je trouve dans le document de la STB? Je trouve qu'en novembre 1980, on a enfin réussi à positionner un micro pour faire des écoutes chez Tigrid, sous son bureau. On a fait une latte, on a mis un micro. Et jusqu'à juillet 81, on a écouté toutes les conversations, parce qu'évidemment, lui, il discutait avec tous les émigrés, tous les immigrants, tous les gens à l'étranger. Ça faisait un super fichier. Et ils en ont fait un film assez glauque, où ils dénigraient l'immigration à l'étranger, qui est passé à la télé tchèque après, en fin d'année. Et moi, je suis arrivée au mois d'août, c'est-à-dire que les piles de l'appareil se sont arrêtées en juillet 81, et moi, je suis arrivée chez Tigrid en août 81. Donc ça, c'était le premier truc qui m'a fait marrer, parce qu'en fait, quelque part, mon ressenti ne m'a pas trompé à l'époque. Et la deuxième chose, ça c'est plus drôle, c'est cette opération-là, ils l'ont appelée l'UNI. Et après, ils ont monté une deuxième opération qu'ils ont appelée Putois. Et c'est comme dans les films, un an après, il y a un type qui s'est infiltré dans la rédaction et qui a répandu un produit chimique qui sentait extrêmement mauvais et qui a donc empêché des gens d'aller travailler, qui a en plus créé des zizanies avec les voisins dans l'immeuble. Donc en fait, voilà, ils ont essayé de par tous les moyens perturber leur activité et c'était assez drôle. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon passé et pourquoi je me suis toujours intéressée à des sujets liés à la propagande, à la désinformation, et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je vais avoir deux parties dans ma présentation, je dirais même trois. La première, je vais vous parler de la propagande, parce que ce n'est pas la même chose que la désinformation. La propagande, c'est bien moins méchant que la désinformation. La propagande, c'est, vous voyez, là, il y a toujours des drapeaux, ça n'a pas trop changé, c'est toujours un peu la même chose. La propagande, c'est une action qui est exercée toujours sur la masse, donc sur une opinion au sens grande opinion, pour qu'ils pensent un certain nombre de choses, qu'ils aient certaines idées politiques, certaines idées sociales, ou pour qu'ils soutiennent un gouvernement ou une politique.
Mais en fait, la propagande, elle ne se cache pas. C'est pas un truc, c'est un visage découvert. On va essayer d'agir, on va faire semblant d'agir sur l'intelligence des gens, mais en réalité, on s'en prend aux tripes. Et on va vous dire, voilà, je me mets ici sur ma caisse à savon, et grâce à moi, grâce à mes idées, si vous me suivez, on va construire le monde meilleur. Ceux qui ne sont pas d'accord, évidemment, on va les exterminer, mais voilà, suivez-moi. Et donc, c'est toujours noir et blanc, c'est-à-dire là où je dis venez avec moi, c'est blanc. Et quand je dis les autres, puisqu'en fait, c'est toujours un système binaire où il y a une seule solution, la mienne, et les autres sont forcément des ennemis, ben, il y a la propagande noire qui va dénigrer les ennemis. Donc, blanche et noire. C'est relativement basique, c'est très, très simple. Et c'est pour ça aussi que ça ne peut fonctionner réellement que dans les régimes totalitaires. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas des gens qui vont d'un seul coup dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent. Et même, je dirais, dans les régimes totalitaires, à un moment donné, ça s'est de fonctionner. Parce que les gens qui y vivent constatent qu'il y a une schizophrénie totale entre la réalité dans laquelle on vit et ce qui est sur les affiches, ce qui est raconté dans les médias. Et donc ce décalage-là schizophrénique fait que bon, on fait avec, mais en réalité, on sait que c'est de la propagande. On le sait, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on détermine pas. Par contre, elle est beaucoup plus dangereuse vers l'extérieur. Et la propagande fonctionne plutôt vers les cibles extérieures du pays, qui ne savent pas ce qui se passe vraiment, et qui rêvent et qui ont envie d'adhérer à la même utopie. Ceux qui sont à l'intérieur et qui voient la réalité, ils ne peuvent plus sortir. Parce que dans tous les systèmes totalitaires, on vous empêche de sortir. Il n'y a pas un seul système totalitaire dans lequel les gens sont libres de sortir. À visage découvert, donc voilà, c'est des images qu'on passe sur le fait qu'un leader peut être super beau. Alors ça n'a pas trop changé, je vous ai sorti une série d'images que vous connaissez. Donc ça, c'est la propagande. Est-ce que je bloque le... Je fais l'ombre ou pas? Ouais. Non, ça va. Donc il y a toujours le même thème. Il y a glorification du leader, qui lui sait, parce qu'il y a toujours une élite éclairée qui sait où aller, qui a un livre sacré qu'il faut suivre. Il y a évidemment beaucoup de gens qui travaillent sur la propagande, donc la revue, la presse et les médias, on explique qu'ils sont vachement bien, parce qu'ils vous renseignent réellement sur la réalité. On va dire que le parti est là pour informer le peuple, et puis ensuite, il faut toujours se défendre contre un agresseur, parce que dans les pays totalitaires, bah, les autres ne veulent pas votre système. À l'intérieur, ce sont des ennemis du peuple, et à l'extérieur, ce sont des méchants agresseurs qu'on va présenter. Alors dans la propagande russe, beaucoup avec le sang, il y a toujours la couleur rouge. Et puis les femmes vont être là pour travailler en arrière et pour défendre, pour construire des choses. Donc ça vous paraît de la préhistoire. Vous allez voir, c'est pas tant que ça. Ça, c'est la propagande Vichy, nazie, en France. Donc toujours le leader charismatique, qui sait toujours mieux, Pétain, que les autres, comment faire. Il y a des gentils Allemands auxquels il faut faire confiance. Il faut toujours travailler pour soutenir le système et le régime. Donc on demande aux gens de faire un effort de travail. Et ensuite, il y a des méchants. Alors les méchants, ils sont traîtres, lâches, moches, menteurs. Donc on va aller dans toutes les caricatures. On va voir ici, laissez-nous tranquilles. Alors il y a De Gaulle, le mensonge, les francs-maçons, le juif. Enfin, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour dire laissez-nous tranquilles. Les lâches, ça c'est les alliés qui bombardent les pays. Et vous allez évidemment voir le très très beau allemand et puis le très très méchant communiste, juif, voilà, caricature à chaque fois. Et puis ici, on va avoir Bulldog. Donc ça c'est Churchill qui est sous forme de Bulldog. Donc ça c'est la propagande noire, elle est très caricaturale. Les Américains, ils ont utilisé la propagande essentiellement pour pousser en fait la population à rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose aussi qui fonctionne en temps de guerre, quand on a un ennemi clair, quand il y a du blanc et noir, quand on déclare la guerre à quelqu'un, on a des noirs, des blancs, il faut savoir se positionner, il faut que la population sache qui est l'ennemi. Donc on va recruter des gens pour aller dans l'armée, pour se battre. Ça, c'est Mao. Alors c'est très drôle graphiquement pour les gens qui sont un peu sensibles à ça. Il y a toujours le leader, la famille heureuse, le livre, toujours, hein, il y en a toujours un. Et puis vous avez les lendemains qui chantent. Dans tous ces régimes-là, on vous promet toujours quelque chose de super demain. Et là, c'est par les enfants. En Chine, tout ça, c'était illustré souvent par les gamins. Le futur, l'avenir, c'est les enfants qui le portent. Et puis la défense du pays, elle est toujours avec des armes. On montrait beaucoup d'armes en fait chez moi. Alors, les dictateurs adorent des enfants partout. Hein. Donc là, on a Staline avec le gamin, on a Hitler avec les gamins, ils sont tous pareils. Ça, c'est très drôle parce que ça date de quelle époque, d'après vous? C'est du 21e siècle, il y a 10 ans. Ça, c'est la Corée du Nord. Donc, on a la paysanne qui sourit,
On a évidemment la construction d'un monde formidable où tout fonctionne parfaitement. Comme chacun sait qu'en Corée du Nord, ça tout fonctionne parfaitement. On a même des ordinateurs un peu carrés, mais quand même. Et puis les gens s'amusent, ils jouent, ils ont des jeux, hein, ça c'est très important. Et puis ils vont se défendre contre un ennemi qui est clairement défini, qui est USA ici, qu'on écrase. Avec la main, on écrase le Pentagone, donc enfin on est vraiment dans quelque chose de très, très visuel. Et ils sont tellement méchants qu'ils mangent toujours les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont même les jeter dans les puits des enfants. Donc on voit que là, on est dans la caricature absolument, absolument parfaite. Et on imagine ça, que ça, c'est encore aujourd'hui sur les murs, quelque part dans le monde. Ah, il y a un pointeur. Je fais quoi? Je n'ai pas appuyé, c'est ça? Ça marche tout ça? Ça marche pas tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, je l'ai fait là, mais moi j'aime bien, parce que je vois ce qu'il y a derrière. Bon, j'ai voulu vous montrer aussi qu'avant Photoshop, on s'y prenait différemment. Donc là, c'est marrant parce que ça, c'est Trotsky. Quand on n'aimait plus Trotsky, est-ce qu'il y a le pointeur? C'est là. Hein? Tout en haut. Ah merde. Il n'a pas là. Ah si. Voilà, donc là, on l'a effacé. Ça, c'est Trotsky. Et quand Trotsky est tombé en disgrâce, et on l'a gratté, on l'a effacé de la photo, il n'est plus dans les livres d'histoire. Alors, il y a encore mieux. Il y a celui-là aussi qui est pas mal en Photoshop. Ça, c'est la nouvelle version de Mao. Il n'avait plus d'amis, il n'était plus d'accord avec certains de ses chefs. Ben, il les a effacés de la photo. Je trouve que c'est assez formidable. Sur la photo de Trotsky, ce qui était génial, c'est qu'avant qu'ils aient réussi à défacer Trotsky, ils ont collé dans le livre d'histoire les deux pages ensemble. Et donc, quand les gens les ouvraient, ils arrachaient l'encre et donc on ne voyait pas Trotsky parce que de toute façon, quand on décollait les pages, ça ne marchait pas non plus. Après, ils ont trouvé comment, avec des petits pinceaux, effacer les photos. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc ça, j'espère que je ne suis pas fichée S parce que je suis allée me balader sur tous les sites d'Abic et compagnie. Donc, je vous ai amené la super propagande de l'EI avec leur magazine d'Abic qui est très très connu, dans lequel il y a super 4x4 qu'on va tout savoir quand on y va, puis avoir les armes, le bonheur, le livre, comme toujours, les drapeaux qu'on a vus tout à l'heure, et puis la camaraderie. Parce que dans tous ces systèmes-là, on ne se dit pas monsieur et madame, on se dit camarade, on se dit tavariche, on se dit frère. Voilà, parce qu'il faut exprimer le fait qu'on va être égaux et qu'on va vivre dans une société où tout se passera bien, parce qu'enfin il y aura l'égalité, enfin tout le monde aura ce qu'il désire, et puis quand vous y arrivez, on vous prend le passeport, votre mobile, et puis vous sortez plus surtout. Et vous êtes la chair à canon. Donc ça, c'est un peu la réalité de tous ces systèmes-là. Donc voilà, ça ne change pas trop. C'est, on peut dire, un système de communication qui est bien rodé aujourd'hui. Je voulais plus passer du temps sur la désinformation, parce que je pense que la désinformation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vicieux. La désinformation, pourquoi c'est important? Alors la désinformation, c'est aussi une utilisation de techniques d'information, notamment l'information de masse. Et quand je dis masse, ce n'est pas une classe, ce n'est pas une foule, c'est au moins 150 000 personnes. Quand on définit comme ça une communication sur l'opinion publique de masse, en dessous, c'est plutôt la foule et en dessous, c'est une classe. Donc là, je ne fais pas des informations. C'est quelque chose qui s'adresse plutôt à l'opinion publique, pour changer l'opinion publique, pour l'induire en erreur, pour cacher et pour travestir les faits. La désinformation, c'est quelque chose où on prend une information, on va la tordre, on va la modifier, on va l'amplifier, on va la déséquilibrer, on va l'inverser. On va travailler avec de telle manière à ce que la perception que vous avez de la réalité soit telle qu'on le souhaite. Elle va utiliser les relais. Alors Lénine les appelait les idiots utiles. Il adorait ce terme. Il appelait comme ça tous les gens qui étaient à l'extérieur, qui pouvaient passer l'info et qui croyaient à ce qu'on lui disait et qui le démultipliaient. Donc les idiots utiles, c'est les relais, c'est très important. On a tous été un jour en relais, je pense. Et puis la caisse de résonance, c'est les médias de démultiplication qu'on va utiliser. Alors les médias de démultiplication, évidemment, du montant, quand on faisait ça, c'était les grands médias. Donc ça pouvait être la presse, ça pouvait être la télé, ça pouvait être la radio. Il fallait des moyens et il fallait pour ça mettre des budgets. Et c'était relativement professionnalisé. Aujourd'hui, vous imaginez bien qu'avec les réseaux sociaux depuis 2005, la caisse de résonance, c'est essentiellement l'Internet et puis l'utilisation des réseaux sociaux. Après la guerre froide, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait que les gens n'avaient pas trop envie de se battre avec les armes, mais par contre, ils continuent à se battre. Ils continuent à se battre à travers la guerre économique et à travers la désinformation. La guerre économique, c'est parce qu'il fallait prendre les marchés, les parts du marché, affaiblir les pays.
qu'on voulait affaiblir. Et la désinformation, ça permet en fait de nuire au moral des gens, de la population. Ça permet de retourner la population contre un gouvernement. Et ça permet de modifier l'opinion publique telle qu'on le souhaite. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez un monde assez simple. Il y avait un bloc de l'Est, donc d'un côté, et l'Ouest de l'autre côté. Et vous aviez deux visions du monde qui se battaient. La première vision, c'est le modèle basé sur la liberté individuelle, le respect des droits de l'homme, la protection de la propriété privée, donc on peut dire l'Occident. Et de l'autre côté, un monde qui défendait une vision collectiviste, une vision d'économie planifiée, et le fameux homme nouveau communiste qui va advenir si on y arrive. Ces deux mondes se battaient, et se battaient beaucoup à travers l'information. Et à ce jeu-là, l'Union soviétique, à l'époque, avait clairement une supériorité des moyens. Pourquoi ? Parce que d'abord, le Parti communiste, depuis toujours, était en clandestinité. Ils avaient une habitude de clandestinité. La Comintern, qui était la Comintern internationale, opérait dans tous les pays du monde en clandestinité. Il n'y avait pas de contre-pouvoir. Il n'y avait pas quelqu'un à l'intérieur du pays qui pouvait dire ça, je ne suis pas d'accord qu'on fasse ce genre de choses, qu'il n'y a pas de congrès, Sénat, etc. Le parti dicte tout au gouvernement écoute le parti. Il y a la continuité des dirigeants. Vous imaginez ici, vous avez la gauche, la droite qui passe, la gauche qui dénonce qu'a fait la droite qui dénonce qu'a fait la gauche, et puis ça change tout le temps. Alors que là-bas, c'était toujours le même système, le même régime, le même parti pendant 100 ans, et quelques vieillards qui de temps en temps se transmettaient le pouvoir, mais qui duraient longtemps. Donc vous pouvez travailler dans la durée en plus. D'ici, le monde était ouvert, tout le monde pouvait rentrer. Là-bas, c'était une citadelle fermée, c'est-à-dire les frontières, les miradors, les gens ne sortaient pas, et pour rentrer, c'était vérifié. Et donc, dès 1961, le KGB construit un département qui s'appelle le département D de mesures actives, qui a ensuite été rebaptisé département A. Dans ce département, il y avait 15 000 personnes en 1984. Je ne sais pas si vous imaginez, 15 000 personnes qui travaillaient que sur la désinformation. C'est pas sur C'est quoi ça ? C'est pas sur le sujet de renseignement. Ils ont travaillé que sur la désinformation. 15 000 personnes. Ah, what happens ? Haha. C'est trop technologique ici comme école. Ça doit être ça. Voilà, super, bravo. C'est des geeks, c'est bon. J'ai pas peur. Alors, qu'est-ce que je disais déjà ? Je ne sais plus. Oui, alors ils avaient 25 millions de dollars par an. Ces 25 millions de dollars, il est transmetté à peu près dans 80 pays, auprès de 98 organisations à l'Occident, et qui servait à faire de la désinformation. Donc, ce n'était pas rien du tout, c'était beaucoup de sous. Oui, alors comment on travaillait ? Il y avait deux choses. Il y avait une stratégie de déstabilisation d'un côté, il fallait déstabiliser les sociétés ici, et il fallait créer des psychoses. Et je vous racontais une histoire de création de psychose qui a super bien marché. Alors d'abord, ils soutenaient ce qu'ils appelaient les passeurs, donc les fameux idiots utiles, ou les semi-habiles, on l'appelait aussi, qui étaient en fait ici officiellement appelés les compagnons de route, avec les techniques d'amitié. Alors ça, c'est toujours le langage typique euphémiste pour dire qu'en fait, qu'on payait des gens. Par exemple, Jean-Paul Sartre. Donc, on prenait en fait tous les intellectuels qui étaient anti-système, et on leur donnait la possibilité, que ce soit des artistes, des écrivains, etc., de se publier et d'exister. Donc, ils recevaient des prix qui étaient lucratifs, prix Lénine, prix Staline, et puis ils pouvaient publier. En Union soviétique à l'époque, quand on publiait, c'était au moins 5 000 exemplaires. Donc vous aviez énormément de gens, des élites de gauche, intellectuelles, ici, Simone de Beauvoir, Sartre, Triolet, qui recevaient tous ces prix-là, et qui publiaient des choses qui n'auraient probablement peut-être pas publié avec autant de moyens s'il n'y avait pas derrière ce soutien, et qui permettaient ici de diffuser en fait une idéologie dont ils avaient besoin de diffuser. Donc ça, c'était utiliser des gens. Sartre, quand il disait « tout anticommuniste est un chien », on imagine bien qu'ils faisaient leur boulot. Alors, deuxième gros chantier pour eux, c'était comment en fait infiltrer tous les mouvements qui étaient des mouvements à l'époque importants, des mouvements de pacifistes, parce que quand ils infiltraient un mouvement pacifiste, ils pourraient persuader par les opinions publiques ici de désinvestir en armement. Et comme la lutte était qui va avoir plus de missiles et plus d'armement, ce qu'il fallait, c'est d'obtenir qu'ici, qu'il y a des pressions sur les gouvernements pour qu'ils désarment. Et il y avait une opération très très connue, que vous avez peut-être entendu parler, c'est l'appel de Stockholm, en 1950, où ils ont réussi à faire une pétition avec une signature de millions de personnes. Et en fait, dans le comité d'organisation, il y avait 16 personnes, il y avait 6 personnes de KGB qui étaient dedans. Donc c'était vraiment extrêmement manipulé. La même chose, l'opération sur les Pershing, l'installation de Pershing, ça a été entièrement piloté en 1979 par le KGB, parce que de l'autre côté, ils installaient des SS-20
ça posait pas de problème. Les Pershing, ça posait problème, évidemment. Après, il y avait beaucoup de soutien aux activistes violents. Alors ça, c'était un peu plus caché. Tout ce qui est IRA, Rote Armee, Meinhof, enfin toutes les bandes les plus actifs qui faisaient en fait le terrorisme d'époque, le terrorisme rouge, ils étaient soutenus. Mais c'était mieux que ça. C'est-à-dire que non seulement qu'ils étaient soutenus classiquement par les armes, par les choses de logistique, mais ensuite, comme ils voulaient que la presse la plus gauche, Libé, etc., puisse avoir des tirages importants, ils donnaient toujours des scoops, c'est-à-dire les informations sur les opérations venaient la nuit directement dans ces rédactions, pour ces rédactions et des scoops, et quand ils avaient des scoops, ils triplaient leurs éditions. C'était aussi un moyen de pousser, comme ça, en fait, toujours à mettre plus le message dont ils avaient besoin. Ensuite, il y a le fameux département D en action. Il y avait un monsieur dans les années 50-60 au KGB qui s'appelle Agayan, qui était un génie de la psychose. C'était un type qui savait inventer plein de choses pour créer la psychose à l'Occident. Alors, en 83, vous la connaissez certainement, cette opération où ils ont réussi vraiment à faire croire que le virus du sida a été créé par un laboratoire américain de guerre biologique. Ils ont réussi à le faire via l'Inde. Ils ont réussi à passer des informations dans la presse indienne. Ils ont visé essentiellement l'Afrique et l'Asie. Et malheureusement, même s'ils ont déclaré que c'était une grosse blague en 87, ça restait dans la mémoire collective en Afrique et en Asie. Et il y a encore aujourd'hui énormément de gens qui croient que le virus du sida, c'est des vilains américains qui l'ont fait. Donc ça, c'est pour déstabiliser. Et ils ont fait, évidemment, ils décrédibilisaient énormément de personnes qui dérangent. Je vais vous parler après de l'opération Swastika un petit peu plus en détail, parce que ça, c'est une très belle opération qui est vieille, mais qui, pour moi, peut se reproduire chaque jour, encore aujourd'hui. Et je vais vous raconter comment elle marche. Mais avant, je vais vous parler un peu de la décrédibilisation des personnalités. Donc ici, il y avait des dissidents qu'ils n'aimaient pas. Donc je vous ai raconté des histoires, des boules puantes et puis des écoutes chez Tigrid que j'ai vécues. Mais opération Solzhenitsyn, bon, ce type-là, on aurait pu écrire un bouquin sur la façon dont on le discréditait par tous les moyens. Et puis l'opération Neptune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'opération Neptune. Quelqu'un connaît? Non? Pourtant, il y a même, je crois, un film qui a été fait. Alors ça, c'est une opération qui est très connue parce qu'il y avait un transfuge en 68 qui a organisé et qui a raconté tout ça. Elle est dans les archives aujourd'hui, ils sont ouverts. C'était à l'époque, après la guerre, où ils ont réussi, c'est les Tchèques qui l'ont fait. On a trouvé complètement par hasard dans un lac qui s'appelle Lac Noir, sur le chemin vers l'Allemagne, 3 caisses dans un lac, au fond d'un lac, très ancien, très vieille, avec de la mousse dessus, bien ancien et tout, avec certifié avec carbone et tout. Et dedans, il y avait plein de papiers et c'était en fait des archives sur les collabos et des gens du monde entier qui collaborent avec les nazis. Parce qu'en République tchèque, les nazis étaient installés et quand ils partaient, il était vrai qu'ils ont jeté parfois certaines archives un peu rapidement. Et juste après la guerre, on en a trouvé des vraies archives en 1946. Celles-ci étaient faux. Celles-ci étaient entièrement fabriquées par le KGB. On savait qu'il y aura une équipe de télé qui allait filmer dans le lac, parce que ce lac avait des légendes, donc il y avait des plongeurs qui étaient prévus, etc. Donc on a positionné l'objet là. Cette équipe de télé qui ne se doutait de rien découvre les caisses, on l'amène. Après, il y a des émissions à la télé avec des gens en blouse blanche qui authentifient avec le carbone machin. Enfin bon, c'est authentifié, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'était des listes des gens qu'on avait discrédités. Alors après, ça fait un pataquès dans le monde entier. Donc les Français demandent leur parti, les Autrichiens demandent leur liste. Tout le monde veut savoir qui étaient ces salauds qui étaient sur les listes et qui ont collaboré avec les nazis. Et vous imaginez le nombre de gens qu'on a pu discréditer de cette manière-là parce que tout était faux. Donc c'était entièrement fabriqué par le KGB. Donc ça, c'était l'opération Neptune, qui était une des plus grandes réussites, considérée comme une des plus grandes réussites d'intoxication et de désinformation faites en République tchèque. Il y en avait une autre en Tanzanie aussi, en Afrique. Attendez, je vais revenir sur l'histoire de Swastika. Alors l'histoire de Swastika, j'ai choisi de vous la raconter parce qu'elle a un sens par rapport à ce qu'on a vécu même l'année dernière, par rapport à des attentats terroristes. C'est quelque chose qui est assez typique dans la démarche de fonctionnement des propagandes et des créations de psychoses. Alors, Swastika, c'est 57-60. Vous mettez dans une situation où on est après la guerre, où il y a des pays de l'Est d'un côté, pays de l'Occident de l'autre. C'est la guerre froide, on ne s'aime pas. Et puis il y a des Allemands on est tout juste sortis de la guerre. Donc il y a encore
des réminiscences dans la tête des gens. On n'aime pas les Allemands parce que c'était ceux qui ont fait la guerre avant. Et les Russes, à l'époque, ils considéraient qu'ils avaient deux grands ennemis. C'était les Américains numéro 1 et les Allemands numéro 2. Donc il fallait se battre contre les Allemands. Et puis un jour, Agayan, qui est ce monsieur-là, il voit un fait divers en Allemagne, un vrai fait divers, c'est-à-dire un type qui a une expression, enfin qui parle dans la presse et qui a un discours, qui fait une déclaration antisémite. Et puis aussitôt le lendemain, il y a un crétin du coin qui va profaner le cimetière. Parce que vous savez comment ça fonctionne, le côté grégaire dans ce genre de situation, c'est que quand quelqu'un fait quelque part un acte, il y a toujours dans une population de 60 millions de personnes, un ou des imbéciles qui vont le copier. Donc ça, c'est quand on annonce à la télé que quelqu'un s'est suicidé, il y a la croissance immédiate de nombre de suicides dans la population. Enfin, c'est comme ça, fonctionne comme ça. Et Gaillan le regarde et se dit « Ah, c'est pas con, je vais faire un test pour voir si je peux remuer les sentiments antisémites en Allemagne, si je peux en faire quelque chose. » Donc il fait un test à proximité de Moscou où ils provoquent en fait une profanation d'un cimetière. Ils observent la population, ils regardent ce qui se passe, ceux qui le critiquent, ceux qui finalement ont réveillé chez eux un peu le sentiment antisémite. Ils se disent « Ça va marcher ». Donc il prend 2 officiers KGB, il les infiltre dans un groupe pro-nazi, c'est à Cologne. Et avec ce groupe, ces 2 officiers KGB, ils profanent une synagogue. En fait, ils écrivent sur une synagogue à Cologne « L'Allemagne exige l'expulsion des Juifs ». Ça a créé une médiatisation immédiatement locale. Évidemment, le journal local rapporte l'histoire. Et dans 20 pays, en l'espace d'un mois, dans 20 villes en Allemagne, il y a des petits cons qui passent aussitôt à fabriquer, à leur tour, des messages antisémites, des petites profanations, des petites inscriptions, etc. Alors la presse, là, elle monte, évidemment, encore un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a plein, c'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois, c'est 4 fois. Et puis, hop, ça passe un peu à l'étranger, donc on a premier pays, deuxième pays. Et puis là, la presse commence à dire, la presse américaine, la presse européenne commence à dire, texto, je vous dis, Bonn impuissante à éliminer le poison nazi. Bonn, c'était la capitale à l'époque. Donc on commence à juger l'Allemagne, ce qui était lunaire. Et ensuite, la presse russe, la Pravda, commence à écrire. Ces scandaleuses provocations nazies et ces apparitions de la croix gammée sont destinées à encourager la guerre froide et à dresser les peuples les uns contre les autres. On commence déjà à lui donner une connotation beaucoup plus politique, une dimension internationale, nationale, il y a d'autres pays, et ça devient l'Allemagne nazie qui ne sait pas, en fait, gérer le problème, le poison nazi. 3e relais, opinion publique. On commence à rappeler les diplomates, on boycotte les diplomates allemands, les contrats avec les Allemands sont annulés, et la population commence à boycotter les produits allemands. Donc le dégât absolument considérable. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que les Allemands, qui sont toujours très précis, ils font une analyse. Ils ont arrêté 233 personnes. Et ils ont fait une stat pour savoir qu'est-ce que c'était ces 233 personnes qui ont fait des conneries dans la rue. Eh bien, les statistiques, c'est assez prodigieux parce que vous avez 234 arrestations, 24% étaient des gens qui avaient réellement un sentiment pro-nazi. 8%, c'était toutes sortes d'extrémistes, de gauche à droite, enfin bon, les mecs excités de ce boulot. 48% des ivrognes et des truands. 15% d'enfants et 5% instables mentaux. Donc en fait, sur la quantité de la provocation, il y en avait un quart qui était réellement des gens qui avaient un sentiment pro-nazi ou un sentiment antisémite. Le reste, c'est de la connerie humaine. Mais la connerie humaine qui a coûté très très cher en Allemagne. Je veux dire, ça a duré quasiment 8 mois de boycott, etc. Donc voilà, ça c'est M. Agayan. Et là, c'est une blague. C'est quand on est dans un pays totalitaire, on ne peut pas accéder à la presse, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On arrive des fois à faire des choses un peu comme ça. Là, par exemple, c'est le journal du Parti communiste, Rude Pravo, qui était la Pravda tchèque, en 89, qui souhaite bon anniversaire à un certain Ferdinand Vaněk. Mais la photo est celle de Václav Havel, qui était notre héros, qui était après le futur président, le premier président après la chute du mur en République tchèque, qui était dissident, interdit.
Et donc, ça faisait marrer tout le monde. Là, derrière, évidemment, tous les jeunes disaient, regarde, t'as vu, les cons, voilà, ils ont pas vérifié, ils ont publié bon anniversaire, Ferdinand. Alors, il n'y a pas que les Russes qui faisaient des choses. Évidemment, en face, je disais qu'il y avait un autre modèle, le modèle l'art de vivre à l'américain, et puis la défense de la démocratie. Et donc là, les Américains, ils ont essayé de contrer. Et puis évidemment, ils avaient un petit peu de mal à le faire, parce qu'après la guerre, quand ils ont construit Radio Free Europe, Radio Liberty, Voice of America, qui étaient les stations de propagande américaines, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient des stations, des radios qui étaient... il n'y avait pas d'Internet. Et donc, ils avaient des stations radio juste à la frontière avec l'Allemagne. Et nous, on était derrière avec nos petits radios. Et puis, on essayait de capter chaque troisième mot. Il y avait des grésillements tout le temps parce que c'était brouillé. Évidemment, c'était très difficile de nous faire passer de l'info par la radio. Donc, ce n'était pas évident. Donc après, ils ont essayé de faire autre chose. Ils se sont dit, on a quand même un problème. Ils nous soutiennent, tous les communistes en France, qui écrivent plein de choses. Il y a des Sartre, tout ça, ça crée le bazar. Il faudrait qu'on démarxise un petit peu les intellectuels français. Il y en a trop qui sont au Parti communiste. Il est vrai que le Parti communiste, à l'époque, était super puissant. Ils avaient des pognons, russes notamment. Et donc, ils ont dit, on va essayer de soutenir, nous aussi, des gens, mais qui vont chercher une troisième voie. C'est-à-dire que tous les philosophes français qui ne sont pas communistes et qui écrivent des choses pas forcément extra-droite, ça peut être des gens un peu centre, un peu socialistes, tout ce qu'on veut, mais pourvu que ce ne soit pas communiste. Donc on va les soutenir. Et ils créent un congrès qui s'appelle Congrès pour la liberté de la culture et qui était piloté par Arthur Koestler, qui était d'ailleurs un ancien communiste repenti des années 30, très connu. Et tout ça au début piloté par la CIA, totalement. Et puis en 1964, comme on est dans un pays où encore la presse fait son job, aux États-Unis, un journal américain commence à dire attention, c'est le machin congrès là qu'on voit tous les gens, c'est piloté entièrement par la CIA. Donc une fois que ça craque, qu'est-ce qu'ils font? Ils le basculent dans les mains d'une fondation privée. Ça continue et puis ça fait un scandale en 1967 ici en France, où des gens comme Raymond Aron, qui était quand même un grand philosophe français, découvre d'un seul coup qu'il était pendant des années dans un congrès où il était financé par la CIA. Alors évidemment, tous ces gens-là se défendent en disant mais nous, on ne nous a pas changé nos écrits, on ne nous a pas influencé dans la façon dont on pense, dont on écrit. Bien sûr que non. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on leur a permis de vivre et de publier beaucoup. C'est-à-dire que peut-être que leurs pensées ne seraient pas autant diffusées et autant publiées, puisque c'est toujours difficile d'avoir des livres qui sont publiés. Déjà à l'époque, c'était difficile. Et grâce à ça, ils pouvaient passer leur message. Donc ça, c'était la première chose. Après, les Américains commencent à se dire, après la période de mécartisme et chasse aux sorcières et tout, qu'il faut être un peu plus malin. Et comme ils privatisent tout, ils ont privatisé aussi la désinformation. Et ils ont construit la NED. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un énorme truc. C'est National Endowment for Democracy. En fait, c'est une énorme fondation. Cette fondation-là, c'est un véritable système indépendant qui regroupe tout un tas d'ONG, tout un tas de formations, des milliers d'ONG aujourd'hui, dont le seul but, c'est promouvoir dans le monde le modèle qui est le modèle de démocratie à l'occidental. Et le budget, il est colossal, c'est 450 milliards de dollars, parce que c'est à la fois des fonds privés, mais c'est aussi des fonds qui sont chaque année votés au Congrès américain. Et ensuite, ça va vers les associations qui se situent dans le monde entier et dont le but est promouvoir la démocratie. Alors, avant la chute du mur, quand moi j'étais encore dans un pays totalitaire, j'étais super content que ça existe, puisqu'en fait ça soutenait les chartistes, chez nous tous les dissidents, ça soutenait les Chvalesa et les chantiers navals de Lech Walesa, et Solidarność, qui était le mouvement polonais qui a permis aussi faire tomber le régime. Chez nous, ça a soutenu les chartistes, ça a soutenu le fameux journal dont je vous ai parlé. Le problème, c'est qu'après la chute du mur, on continue. Et le brief que donne James Baker à l'époque au sénateur est le suivant. À quoi ça va servir? Notre job, c'est grignoter la sphère d'influence de l'ex-empire russe par les révolutions colorées. Donc les révolutions colorées, c'est toutes les petites révolutions qui s'est passées dans les républiques tout autour, entre 2000 jusqu'à 2005. En fait, agitation. Augmenter l'emprise des conseillers américains sur Boris Eltsine. Boris Eltsine, il buvait beaucoup, mais en plus, il avait autour de lui un aéropage de conseillers américains. Et ensuite, intégrer les fondations américaines à les correspondants en Russie. Donc ça, c'était la période où
où nous, de l'autre côté de la frontière, il y avait Soros qui est arrivé, il y a toutes les fondations qui sont arrivées chez nous pour investir, il y avait Ford qui est arrivé, il y a Rothschild qui est arrivé, tout le monde se pointait et tout le monde investissait avec toutes les fondations. Alors, les révolutions colorées, comment ça fonctionnait en fait? Ça fonctionne de la manière suivante. C'est des organisations où on a théorisé à partir d'un livre qui a été écrit dans les années 80, d'un philosophe américain qui s'appelle John A. Sharp, et qui a écrit un livre qui s'appelle The From Dictatorship to Democracy. Grosso modo, c'était toute une théorie sur la manière dont on peut, dans un pays où il y a un dictateur, faire son renversement. Mais de le faire par radicalisation des citoyens qui sont en opposition, en leur donnant les moyens, à les apprendre à le faire, à les apprendre à fonctionner. Donc ça donne un premier mouvement en fait, sur lequel c'était une réussite. C'était en l'an 2000. C'était le départ de Milošević. On a en fait fait partie Milošević en Serbie. Et ce mouvement s'est créé donc avec Srđan Popović, qui était un Serbe. Et le nom de ce mouvement, c'est Otpor. Otpor, ça veut dire le refus. Enfin, ça veut dire quand on rejette quelque chose, rejet. Ils ont réussi. Popović, il a créé ensuite une autre organisation qui s'appelle Canvas, qui existe encore et qui est une ONG qui forme. Et c'est une ONG qui forme les activistes dans beaucoup de pays, dans les pays où il y a des jeunes qui ont envie de se battre, qui n'ont pas envie de leur dictateur. Donc on les forme. C'est ceux qu'on a vu aussi place Tahir. Enfin, dans beaucoup de pays, en fait, le soutien des activistes des Canvas vient aider les gens qui sont là et qui commencent à s'agiter. Donc il y a dans la théorie aussi un certain nombre d'indicateurs pour dire quels sont les pays dans lesquels on peut agir, on peut aider à agiter, on ne peut pas aider à agiter. Alors évidemment, tout ça, c'est bien. Là où c'est un peu compliqué, c'est que quand on agit dans un pays où on a les moyens derrière d'introduire un minimum de stabilité et puis un régime réellement démocratique, c'est bien. Quand on fout en l'air un pays où ça mène à une guerre, où ça mène à un autre dictateur qui est encore pire, ou à un régime radical, c'est un peu moins bien. Et donc c'est là où ça commence à partir un petit peu en cacahuète, c'est qu'en fait ça devient un petit peu trop d'un interventionnisme qu'on ne maîtrise pas derrière. Parce qu'en fait c'est très facile dans un pays où les gens ne sont pas heureux de déstabiliser, c'est beaucoup plus difficile de ramener derrière à faire que ce pays ne souffre pas encore plus qu'avant. Et on voit ce qui s'est passé en Égypte, déstabilisation islamiste, et aujourd'hui Sisi, ceci n'est pas mieux qu'au Moubarak. Merci. Alors j'ai mis ici juste la phrase un peu sibylline. La force de frappe d'un État se mesure à la capacité à configurer un débat sans apparaître comme partie prenante. On parle de l'expression spontanée des mouvements citoyens. Voilà ce que ça veut dire. Essayez d'éprouver après. Quand vous demandez aujourd'hui à Srđan Popović est-ce qu'il reçoit de l'argent, il dira jamais. Et il a raison. Enfin, c'est pas vraiment comme ça. C'est extrêmement compliqué. C'est une espèce de pieuvre extrêmement tentaculaire. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas juste de donner un chèque à quelqu'un pour qu'ils agitent des gens, pour qu'ils fassent une révolution. C'est un peu plus compliqué que ça. N'empêche, c'est des gens qui ont un vrai know-how, qui ont un vrai savoir-faire. Et Canvas aujourd'hui forme des gens. Oui. Je tente. Oui, vas-y. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une manière fiable avec de la manière dont ça s'est passé, d'avoir une vraie révolution et ensuite pouvoir remettre le pays dans un état correct avec une vraie démocratie derrière, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a, voilà, ça se passe pas, ouais. Comme on peut voir ce qui s'est passé en Afrique du Nord, etc. Donc est-ce que vous pensez qu'avec les mêmes conditions et fait de manière un petit peu différente, on pourrait avoir une véritable restauration du pays derrière? En fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que comme j'ai vécu dans un pays où j'étais contente quand ça s'est passé, et après j'ai vu les dégâts qu'on est en train de faire dans d'autres pays, notamment au Balkan, et je voudrais bien vous raconter le cas de la Yougoslavie parce que c'est absolument dramatique ce qui a été fait là-bas, absolument dramatique. Et ce que ça donne, c'est encore plus dramatique aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on rêve. On utilise le mot stabilité pour dire on est tranquille, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire on a créé au mieux dans les pays la stabilité. Mais la stabilité qui consiste à donner le pouvoir à un oligarche mafieux, je dis que ce n'est pas une réussite, quoi. C'est certes stable parce que les gens, quand ils veulent quelque chose, il faut qu'ils payent, quoi. Voilà. Donc ce n'est pas forcément une solution non plus. Moi, pour répondre à cette question, je suis arrivée à la conclusion suivante. On ne peut pas bâtir un régime démocratique sans un minimum de richesse. Parce qu'en fait, un régime démocratique nécessite à ce qu'on puisse répartir, parce que tout le monde vit à peu près bien.
tout le monde puisse vivre à peu près bien. Dans un pays ultra pauvre, c'est un vœu pieux. Enfin, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que tant que les gens n'ont rien à manger, tant que les gens ne peuvent pas soigner leurs gamins et ne peuvent pas les amener à l'école, c'est quoi la démocratie? Donc, d'essayer d'installer un système pseudo-démocratique dans un pays qui est extrêmement pauvre et difficile, puisqu'en fait, on donne le pouvoir de décision à des gens. Et il y en a toujours une très très grande partie qui n'ont accès à rien et qui, en fait, pour qui la démocratie ne veut rien dire. Juste, il y a deuxième point, oui, il y a deuxième point que je voulais dire, c'est la notion de minimum de richesse nécessaire. Le deuxième point, je pense qu'il y a quand même un poids de l'histoire, des connaissances et de formation. Si ça s'est relativement bien passé dans les ex-pays de l'Est dont je viens, c'est parce que c'était des pays où il y avait quand même un niveau d'instruction très important, que tout le monde avait à peu près la même chose, mais ce n'était pas la misère. Et surtout, les gens pouvaient aussitôt, parce qu'ils étaient instruits, prendre en main à la fois le droit, etc. Il y avait des juristes, il y avait des gens qui pouvaient construire. Et puis, on avait aussi à l'extérieur une dissidence et des gens qu'on pouvait ramener, qui suivaient le pays et qui n'étaient pas déconnectés complètement ou qui n'étaient pas illégitimes dans le pays. On ne balançait pas des gens d'extérieur ou de notre pays. Voilà. Donc, ça a relativement bien marché dans certains pays comme la République tchèque. Ça marchait un peu au début en Hongrie, ça marchait un peu en Pologne, ça marchait en Bulgarie. Mais maintenant, on s'aperçoit que ces pays-là qui n'ont jamais passé par une étape de démocratie classique, qui ont passé souvent du fascisme au communisme et bingo, ben je dirais la référence historique démocratique, elle n'y est pas. Et je pense que c'est un peu comme des hommes quand on est né petit, on est éduqué d'une certaine manière. On a besoin quand même un peu de culture démocratique. Ça ne se fait pas dans ces pays-là. Ici, on a une démocratie extrêmement ancienne qui s'est bâtie petit à petit, progressivement. Et on ne la bascule pas dans un environnement où les gens n'ont connu que le tsarisme, le fascisme. Je pense que c'est aussi ça. Plus manque de formation, plus problème éventuellement des problèmes de clans, parce qu'il y a aussi des cultures qui sont claniques, tribales, dans lesquelles on se bat d'abord pour le clan. On n'est pas individualiste, mais on se bat pour son clan. Donc on veut d'abord, c'est ce qui passe beaucoup en Afrique, c'est qu'on veut d'abord gérer son clan, on est obligé de le faire, et ensuite, du coup, on s'occupe beaucoup moins des autres. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui ne sont pas du tout occidentaux et qui sont extrêmement difficiles à traduire comme ça à l'américain en disant, ben voilà, j'ai une méthode, j'ai écrit un bouquin, et puis ouais, je vais vous apporter la démocratie. Oui, je vais dépasser. Par contre, je veux juste intervenir par rapport à sa remarque. Ouais. Exemple Libye et Tunisie. Lorsque le pays, la stabilité est soutenue par des institutions, pas par des humains, c'est-à-dire il a plus de chances de se reconstruire. Lorsque la stabilité du pays est tenue par des personnes, quand ces personnes partent ou sont éliminées, le pays s'écroule. Le pays s'écroule. Il n'y avait rien. En fait, il n'y avait rien derrière. En Libye, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Par rapport à votre exposé, je voudrais vous demander si vous allez parler de la désinformation intra-pays que font les publicitaires. Et j'ai un exemple concret que j'ai en tête, mais je ne sais pas si vous allez intervenir ou est-ce que je peux sortir l'exemple maintenant ou pas. Vas-y. D'accord. Alors, dans le métro, pour une pub de préservatif, il est dit be smart, be sexy, be romantic, be sexy, be le nom du préservatif. C'est-à-dire, moi, ça ne m'affecte pas, mais mon enfant de 13 ans qui grandit là va confondre des valeurs essentielles à la réussite d'un couple, comme la romance, comme, je ne sais pas, l'intelligence, avec le fait d'être sexy, avec le fait d'être préservatif. Ça change complètement la conception des citoyens qui montent. Oui, ça cache. Je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas parler de la pub. Je ne veux pas parler de la pub. Je veux pas parler de la pub, même si là, on est un peu à la limite de ce que font les assos, etc. Où c'est un peu à la limite. Je ne veux pas parler de ça. Je vais vraiment rester sur ce sujet-là. Et je n'aurai pas le temps de l'aborder là. À la limite, je peux rester après la prochaine présentation. Si tu veux, on peut discuter des choses. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux rester. Je vais essayer d'avancer un peu. Je voulais quand même vous parler encore d'une période noire qui était quand même la période sous George Bush, où évidemment, sous prétexte donc, de se battre contre les terrorismes, on a vraiment raté l'export de la démocratie en Afghanistan, en Irak, évidemment. Il y avait le fameux mensonge sur les destructions massives. Ça, ce type-là, Goebbels, c'est l'Iranien affabulateur qui est passé par l'Allemagne et qui, pour X raisons, a été interrogé par les Allemands et qui leur a raconté qu'ils savaient tout sur les armes de destruction massive. Les Allemands ont découvert que c'était faux.
Les Américains ont suivi, ils savaient que c'était faux, et malgré ça, il a été utilisé pour donner toutes les preuves sur le sujet pendant pas mal de temps. Il était déterré, en fait, pour donner les preuves. Et ce qui est le plus embêtant, c'est ce qui s'est passé entre 2002 et 2008. Et ça a été reconnu par Pentagone ensuite. C'est qu'en fait, la défense a infiltré 75 gradés, hauts gradés, dans la presse télévision et dans la télévision américaine, CNN, NBC, CBS, ABC et Fox. Et c'était la politique de Ronald Rumsfeld qui, tous les jours, avait le rapport avec ses conseillers et qui leur redonnait des infos pour qu'ils diffusent l'information à la manière de George Bush pour qu'en fait ça plaise bien à Georgie et que ça fonctionne bien avec la politique de Bush. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, une période assez noire aux États-Unis. C'était quelque chose qui a été découvert, en fait, bien documenté par New York Times, qui est vraiment le magazine qui fait toujours un bon boulot. Ils avaient un dossier interne de 800 pages. Mais comme toute la presse était mouillée, résultat des courses, ça a été publié réellement que par PBS. Et ça n'a pas fait un énorme scandale comme ça aurait dû faire, parce que tous les autres canards y étaient dans le coup aussi, en fait. Alors, Pentagone l'a reconnu par contre officiellement. Et en 2015, je lis dans la National Military Strategy américaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les deux choses importantes que l'Amérique va faire. Décourager, contrarier et vaincre les États adversaires qui sont la Russie, la Chine, la Corée et l'Iran, quand ils menacent l'ordre du monde. On est dans un monde multipolaire aujourd'hui, beaucoup plus compliqué. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. Est-ce que la Russie va être encore l'ennemi ou pas? La Chine, la Corée et l'Iran, ça va rester. Décourager, contrarier, vous voyez, c'est pas militaire. Hein. C'est décourager, contrarier, c'est de la com. C'est la désinformation. Et ensuite, perturber, affaiblir et vaincre les organisations extrémistes violentes, Violent Extremist Organization, qui radicalisent les populations pour imposer leur vision de la société, donc EI, mafia, etc. Donc là aussi, les mots perturber, affaiblir, vaincre, vous voyez que vous allez être dans un monde où la guerre va être une guerre vraiment de mots, de médias, de communication. Et il faut vraiment être conscient parce qu'en plus, les supports sur lesquels on travaille sont absolument gigantesques. La prédominance américaine aujourd'hui, elle est technologique au niveau des infrastructures, au niveau des contenus. On sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui est l'Internet, les instruments de navigation, dans la connaissance, la suprématie numérique, les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est encore américain. Mais vous voyez aussi qu'à ce niveau-là, les Russes commencent à faire leur réseau, les Chinois ont fait leur réseau. Donc chacun a essayé de trouver son univers informationnel et de le protéger. Et le vrai dilemme qu'on va avoir, c'est soit on refuse cet affrontement informationnel en se disant au nom de l'éthique, on ne répond pas aux coups reçus, soit on répond, et dans ce cas-là, comme toujours dans les pays qui sont des pays démocratiques, ça représente un véritable dilemme pour savoir est-ce que nous, on rentre dans ce type de combat. Alors il y en a, comme les États-Unis, ils ont décidé que oui. La France est toujours un peu entrée des choses, c'est-à-dire que nous, on pense encore trop aux tuyaux, ce qu'il faut les fermer, ouvrir, mais on pense beaucoup moins à ce qui passe dans les tuyaux. Je veux dire, les contenus sont tout aussi dangereux que quand on fait un déni d'accès ou quand on rack quelque chose. Et la connaissance et son usage, c'est vraiment aujourd'hui une arme offensive, c'est-à-dire pouvoir avoir l'accès à l'information qui est fiable et qui construit et qui légitime un discours va être quelque chose d'important. Quelle est la parade des Russes face à ça, cette progression? Il ne faut pas être dupe, elle est énorme, parce qu'ils ont une vieille compétence dans ce domaine. Et il n'y a pas de contrôle de nouveau, puisque c'est redevenu un pays totalitaire petit à petit. On dit toujours que quelques partis on fabrique, en Europe ça devient un parti communiste. C'est un peu vrai. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contrôlé aussitôt les activités des ONG américaines, répressifs. Ils les ont virés. Les gens arrivaient le matin, ils n'avaient plus de meubles, ils n'avaient plus rien. Donc, ils ont commencé à fermer tous les bureaux de toutes les organisations, y compris Amnesty International, il n'y a pas très longtemps. Ils ont fermé le bureau. La guerre des trolls. Donc, ça, ils ont testé très, très bien le dispositif très offensif en Crimée, en Ukraine. Hier, j'étais sur un site tchèque où on me donnait l'accès à un super site qui est offert aux trolls, où il y a des milliers de trucs prémâchés, des mèmes tout faits, des photomontages, et il n'y a qu'à prendre, copier et diffuser. Et c'est Kremlin qui fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors c'est super bien fait avec des onglets, vous avez la catégorie de comics, la catégorie de trucs, et c'est que des trucs préfabriqués pour se battre contre les vilains ukrainiens, les vilains américains, etc. Donc tout est fait. Soutien des partis extrémistes et les mouvements détruisent la cohésion nationale. Alors, en Europe aujourd'hui, qu'est-ce qui les intéresse? C'est tous les mouvements les plus extrémistes, et particulièrement évidemment les extrêmes droites. C'est pour ça que Marine Le Pen a reçu le financement russe sur l'univers que je connais bien en République tchèque.
il y a une véritable guerre hybride. On reprend ces territoires comment. Il y a un type à côté du président qui a passé 10 ans en Russie et qui, quand le président tchèque va rencontrer Poutine, on vire le ministre des Affaires étrangères de la salle et on garde le type qui est le conseiller. Hein. Donc on refait ça. On a 22 000 sociétés russes qui sont dans le pays installées et qui servent de ce pays pour blanchir l'argent pour le ressortir. Les sociétés de trolls, de hacking, etc. C'est un peu partout. Cyberattaque, évidemment. Et puis, ils ont des médias. Ils ont reconstruit un univers de médias extrêmement puissant autour de Rossia-Segodnia, au cours d'une seule agence de presse qui est RIA Novosti, une télé satellitaire qui est RT, Russia Today, et agence Sputnik, qui est en fait un instrument vraiment de Poutine et qui fonctionne d'une façon extrêmement professionnelle au milieu des informations à peu près correctes. Il y a des trucs assez déments. Et il y a 300 millions de dollars par an d'investissement. En fait, c'est un truc, audience 600 millions de personnes. Donc ils sont repartis encore sur des médias aussi puissants qu'à l'époque Pravda et compagnie. Et là, c'est une photo. Pendant l'opération en Ukraine en 2013, on a répertorié 500 fakes quand même. Ils sont fabriqués 500 fakes sur le sujet. Je vais vous en montrer 2 ou 3. Celui-ci est génial. Celui-ci a été découvert par la presse. C'est un troll typique. C'est un type, le fameux Andrei Petkov, qui est apparu sur YouTube dans 3 vidéos différentes. Toujours la même photo. Il a toujours le nez bandé. Une première fois, il raconte qu'il est citoyen lambda et qu'il s'est fait tabasser par les nazis ukrainiens. Une deuxième fois, il est médecin. Il explique qu'il a soigné les femmes dans une maternité et que c'était un drame parce qu'on est venu... Enfin bon, les nazis ukrainiens sont venus faire telle ou telle chose. Et la troisième fois, c'était complètement abscon. Il était espion allemand qui amenait des armes et qu'il a découvert que les Occidentaux, les Américains ont livré des armes et on lui a tous... Enfin bon, il racontait 3 histoires différentes et c'est le même type, la même photo, la même vidéo. Et donc le type raconte ces 3 histoires. Voilà. Donc ça, c'est typique des fakes qui existaient autour de l'Ukraine. Il y avait un autre truc qui était pas mal aussi, c'était celui-là. C'est un drame humain terrible qui était présenté. La petite fille, This democracy's baby Ukrainian army is killing Donbass people. Donc ça, c'est les Ukrainiens qui tuent les mamans avec l'enfant. En fait, c'est une scène d'un film qui n'a rien à voir. Là, c'est pas mal aussi, je trouve qu'ils ont réussi. C'était une manif, en réalité, d'1 an de commémoration de toutes les victimes des Russes. Et ça a été utilisé dans la presse RT pour dire que les Ukrainiens se sont ingénués devant Joe Biden quand il est arrivé en Ukraine. Donc ça, c'était pas mal aussi. Donc ça, c'est la preuve des lâches ukrainiennes qui s'ingénuent devant Joe Biden. Ça, c'est le fameux portail dont je vous ai parlé, Shtab, RF. Où il y a des milliers de choses. Shtab, ça veut dire dans l'équipe. Vous faites partie de l'équipe. Ah ben là, vous pouvez être troll russe, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a qui sont payés. Là, vous serez gratuit. Vous pouvez être volontaire. Et j'ai combien de temps ? 5 minutes. Ça va être rapide. Alors, j'ai voulu vous parler de la Yougoslavie. Ça va être compliqué en 5 minutes, mais je vais quand même essayer de faire un peu. Cette photo, vous la connaissez ou pas ? Pas du tout. On ne sait pas de votre temps. C'était une photo un peu emblématique. Ça, c'est la vraie photo. Après, il y a celle qui a été trafiquée. On a réussi sur la guerre en Serbie. Je vais vous montrer juste ça. La Yougoslavie, c'était un grand pays, qui était un pays fédéral. Et comme tous les pays fédéraux, il y avait des pays au milieu. Il y en avait 7. Et avec un gouvernement fédéral et puis des gouvernements dans chacun des pays. Et puis après la chute du mur, ça plaisait pas trop à la politique géostratégie. Voulait que la Yougoslavie ne reste pas unifiée. Pourquoi ? Parce que c'était un État qui était encore assez pro-communiste, tenu par un gouvernement serbe. Et on avait, à la fois les États-Unis et l'Occident, avaient besoin d'abord contrôler les routes sur le Balkan, les routes d'énergie. Et puis deuxièmement, on avait envie de positionner en Croatie des bases militaires. Donc en fait, il fallait obtenir la cession, la segmentation de ce pays, en fait, la rupture entre les pays, et donc soutenir évidemment tous les mouvements séparatistes. Autant qu'on n'a jamais aidé les mouvements séparatistes en Espagne en disant aux Basques, allez, on va vous aider, ou aux Catalans, on va vous aider, ou même on n'est pas venu nous aider avec la Corse ou avec la Bretagne. Là, par contre, on est venu aider les mouvements séparatistes. Alors, pour pouvoir le faire, pour pouvoir aider les Croates et ceux qui voulaient d'un seul coup se séparer des mots autonomes, il fallait diaboliser
les fameux Serbes qui étaient là, parce que les Serbes, c'était la partie la plus grosse, et en plus, ils tenaient le gouvernement populaire. Et donc, il fallait en faire des diables. C'est facile de dire un peuple, quand on arrive à dire un peuple, c'est vraiment des diables. Et bien, on a vraiment réussi. Et on a réussi le morcellement, et ça donne aujourd'hui 7 pays, dont 5 ne peuvent pas vivre vraiment, hein, et qui sont tenus par les oligarches. Voilà. Alors, juste vous montrer par quel outil on travaille. Alors, le principe était... Ça, c'est une affiche qui dit « Un camp où l'on purifie des ethnies, ça ne vous rappelle rien, hâte au crime contre l'humanité des nationalistes serbes ». Donc, on montre une photo avec un mirador, avec quelqu'un qui est complètement décharné. Donc, évidemment, immédiatement, on pense au camp nazi, au camp à l'épuration nazie. Et c'est ça qui est voulu, c'est-à-dire faire penser à ça. La photo, en réalité, était réalisée par un journaliste américain qui a demandé aux Serbes de visiter les camps de prisonniers. C'est des vrais camps de prisonniers. Et là, il y avait une petite barrière de 10 mètres. Donc, on a mis les gens derrière pour les photographier. Et les Serbes, ils ont dit, viens voir dans les camps de prisonniers comment ça se passe. Alors, ce type-là, ils ont trouvé, parce que c'est pas un Bosniaque, comme on a dit, c'est un Serbe. Et il était malade. Il avait une maladie, comment on appelle ça, la tuberculose assez avancée. Et donc, alors, il était parfait. Donc, il évidemment été zoomé. Et puis, il n'était pas zoomé quand il rigolait, il donnait la fin aux autres, mais il était zoomé dans la photo où il a l'impression d'être très triste. Le barbelé, c'est comme ça que ça a été découvert. Il est à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, il passe de l'extérieur parce que c'était de l'autre côté. C'était un barbelé normal pour une clôture. Et en fait, ils ne sont pas du bon côté. Et on en a fait donc le camp d'extermination. Et cette photo, c'est un montage affreux. Et ce type, il a fait un article dans la presse américaine où il commence à utiliser les mots de camp. Il a d'ailleurs reçu après un Pulitzer. Puis il a fait mousser le truc bien. Après, quelques années après, les gens disaient qu'il faut peut-être qu'il le rende, mais il n'a jamais rendu. Mais il faut savoir que la Croatie a payé une boîte. À l'époque, c'était l'époque des Spin Doctors. Une boîte américaine qui s'appelle Rudolphin Global Public Affairs, qui est une énorme boîte américaine qui fait des RP, des relations presse, relations publiques. Et le brief qu'ils ont reçu, c'était comment faire pour diaboliser les Serbes. Et ils ont dit aussi comment faire pour qu'on puisse accepter une intervention militaire dans un endroit où les gens n'ont déclaré la guerre à personne. Alors, le concept, c'était Serbe égale nazi. La preuve, c'était les camps prisonniers, camps d'épuration. Le vocabulaire qu'on a créé, c'était vraiment le vocabulaire d'Holocauste qu'on a utilisé pendant 2-3 ans en permanence. Camps d'épuration, charniers, gaz, plans anticipés d'épuration, camps du viol, on a tout avait. Basé sur une opportunité qui avait une méconnaissance totale de cette zone et de l'histoire, que personne ne connaissait. Et la façon dont ils ont démarré l'opération, c'est le type qui est interviewé ensuite. Il raconte comment il a fait. Il voit cet article de Roy Gutman dans un canard qui s'appelle New York Newsday. Il dit il a eu l'idée de dire que s'il arrive à faire mousser cet article, il ne va pas vérifier si c'est vrai ou pas, mais il va le faire mousser. Donc il organise une manifestation devant l'ONU contre les camps d'épuration serbes. Et comme tous les gens RP, ils ont des fichiers très importants, il réussit à mobiliser 3 grandes organisations juives américaines, dont American Jewish Committee, American Jewish Congress, où évidemment, quand on vous parle de ça, il y a une sensibilité qui est bien particulière. Et ça marche. Et quand on l'interroge sur le sujet, je vais vous dire ce qu'il nous raconte. Est-ce que je l'ai quelque part ? Alors, ce qu'il dit, le dossier était complexe, personne ne comprenait ce qui s'est passé en Yougoslavie. Et pour être franc, je vous dirais que la grande majorité des Américains se demandaient dans quel pays d'Afrique se trouvait la Bosnie. Mais d'un seul coup, nous pouvions présenter une affaire simple, une histoire avec des bons et des méchants. L'entrée en jeu des organisations juives du côté des musulmans bosniaques a été un formidable coup de poker. On a pu faire coïncider dans l'opinion publique serbe et nazi. Nous avons convenu, nanana, et après il dit, aussitôt il y a eu un très net changement dans la média, dans l'utilisation des mots et de la construction du message. Là où ils ont réussi un coup de poker, c'est que juste je vais vous dire à quel point c'était fou cette histoire. C'est que les Serbes, c'était les gens qui sont battus le plus contre les Allemands et les Alliés pendant les 2 dernières guerres mondiales. C'était ceux qui sont battus le plus. C'est un peuple qui a lutté contre le nazisme. Ils étaient orthodoxes, ils étaient communistes, mais jamais nazis. Et ils étaient obligés de porter des brassards comme des juifs pendant la guerre, de la même manière.
Les nazis ont fondé un État croate et les musulmans ont créé une division SS, la Handschar division, qui était vraiment très violente. Et les Ustachis croates et ces divisions, ils ont là-bas perpétré un génocide. Selon les sources, ça n'a jamais été contesté, mais selon les sources, ça va de 350 000 à 750 000 Serbes, juifs et croates qui ont été exterminés. C'est-à-dire qu'on a réussi à inverser la situation, alors que M. Tudjman, qui était le président de la Croatie, en 89, a écrit un livre où il écrit qu'il est admiratif de Pavelić, qui était le dictateur nazi de la Croatie. Izetbegović, qui était chef de la Bosnie, il a écrit un livre où il se prononce en faveur d'un État islamique allant du Maroc à l'Indonésie. Et malgré ça, on a réussi à soutenir, oublier tout ça, ne pas en parler. Et les quelques personnes qui commençaient à en parler, on leur a demandé de se taire parce que dans l'espèce d'orchestre général, on ne peut pas aller contre. À un moment donné, on n'arrive plus à aller contre quelque chose que tout le monde répète et tout le monde dit. Complexité des Balkans, c'est ultra compliqué. Une seule idée simple. On avait un bourreau idéal, parce que Milosevic était bourru, il était communiste, vous imaginez quoi, l'horreur. C'est un mec un peu nationalo, chauviniste, communiste, alors là, c'était Hitler idéal. Les Serbes étaient méchants, et on cumulait l'anticommunisme et l'antifascisme en un seul peuple, c'était formidable aussi. Et puis, même s'ils avaient tous des milices nationalistes, c'est tout à fait vrai, ils ont tous commis des exactions, il y avait toujours les Serbes qui assassinaient et les Croates et les Bosniens qui tuaient. Ça, c'était toujours comme ça, dans toute l'histoire, toute la présentation. Il y avait des dizaines de cas où on a ramené des informations fausses. Là, par exemple, c'est un pont stratégique éliminé par les Serbes, le pont Vukovar, splendeur du patrimoine. La réalité, c'est un pont de Mostar, détruit effectivement, mais par les Croates. Il n'y a pas de pont à Vukovar. Et ça, j'en ai des dizaines et dizaines de cas comme ça, où en fait l'information était complètement bidon. Il m'est représenté comme croate avec la croix à caractère cyrillique. Le Reuters qui parle de Monténégro peuplé de majorité de musulmans alors qu'il y en a 18%. En fait, c'était que un tas de conneries pendant 3 ans sur ce sujet. Et ça, avant l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu les trucs. Bon, résultat quand même, quand Général Morion et Rose qui étaient sur place, c'est-à-dire les mecs qui étaient sur place qui négociaient, et quand ils disaient « Oh, mais dites, c'est peut-être pas tout à fait ce que je... » on leur disait qu'ils étaient naïfs ou bêtas comme des agneaux qui se préparent à naître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'opinion publique n'acceptait plus du tout qu'on dise des choses un peu nuancées, un peu différentes. Il y a une irréversibilité des choses. À un moment donné, tout le monde veut que l'information aille dans le même sens. Ce qu'il disait Général Morion, de même si les Serbes discutaient un ultimatum, c'était des criminels, et s'ils s'y soumettaient, c'était des lâches. Voilà. Donc voilà. Et je voulais vous lire un truc, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je voudrais finir. Je peux finir encore, j'ai 1 minute? Dernière minute? Bon, j'ai un peu raccourci la partie yougoslave, mais je vais vous faire un petit exercice qui est comment en communication innocente. Comment innocente. Alors, le chien a mangé le rôti. Et il faut l'innocenter, le chien qui a mangé le rôti. D'accord sur les chiens, mais avant-hier, c'était le chat. C'est un simple morceau d'un vieux rôti brûlé, oublié dans le réfrigérateur. Le rôti était placé dans l'assiette du chien. Il n'a fait que le lécher, bien qu'il n'eût pas mangé depuis 3 jours. Il n'a pas mangé, il a offert à une copine. C'est un berger allemand de 5 ans qui, l'année dernière, a sauvé son maître de la noyade. Il garde la maison, il porte le journal dans la gueule, il aboie et il mange beaucoup. L'assiette du rôti était en faïence bleue. C'était une dinde de 2 kilos. Le chien était enfermé à cause de la pluie. C'est la voisine qui l'a laissé manger le rôti. Les chiens sont malheureux dans les appartements parce que les banques n'accordent pas les prêts à taux faibles pour construire des pavillons individuels. Des pâtes Intel avec de l'eau chaude permettent d'éviter ce genre de problème. C'est lamentable les maîtres qui affament leurs chiens. Le petit garçon affirme que c'est un chien errant qui a volé le rôti. Il y a eu ce reportage à la télévision qui explique que le chien n'est pas responsable quand il n'a pas reçu une éducation correcte. Attention, on a déjà dit qu'il avait mordu quelqu'un il y a 3 semaines, alors que c'était un autre chien. Étiez-vous là quand le rôti a disparu? Non. Alors comment commencer par trouver le rôti avant d'accuser ce pauvre chien victime de tant de calomnies? Le chien est mort, le rôti était empoisonné. C'est comme ça qu'on travaille en fait l'information. Fini. Je terminais. Est-ce qu'il y a des questions?
remarques, suggestions? Vous nous avez parlé d'agences gouvernementales qui vont modifier l'information. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur du budget qu'il va y avoir derrière? Vous voulez dire enfin, au niveau des Américains, enfin tout ce qu'on a. Justement, quel est le ratio entre les Américains, les Russes? Qu'est-ce que les Chinois vont mettre derrière dans leur propre sphère d'influence, etc. C'est réellement colossal. En fait, c'est vraiment très important. Alors, la différence des pays totalitaires ou des pays autoritaires, c'est que les budgets sont pilotés par l'État. Donc, les chiffres sont évidemment beaucoup plus difficiles à voir. Ce qu'on peut avoir, c'est effectivement sur le passé où ça sort. Et après, on peut extrapoler sur l'aujourd'hui. Mais on voit rien que les budgets quand on parle des 450 millions sur les deux télés ou sur la télé, une agence de presse, qui n'est qu'un instrument de propagande en réalité. On imagine derrière, quand on sait qu'il y a des usines de troll où il y a 200 personnes, bon, c'est stratégique. Ce qui est clair, c'est que tout le monde dit que depuis quelques années, et d'après la chute du mur, les budgets militaires au sens armement ont stagné. Par contre, en échange, les budgets investis dans la communication et dans la guerre économique aussi, j'en ai pas parlé, je ne pouvais pas tout faire, donc j'ai éliminé tout le volet guerre économique, où c'est énorme aussi, hein, parce que c'est gigantesque, tous les trucs qu'on fait pour faire tomber les boîtes. Toutes les choses qui circulent sur Internet, sur une entreprise qui fait des choses horribles, etc., ben ça, c'est généralement piloté par les concurrents. Donc voilà, c'est des budgets qui sont vraiment colossaux. Les Russes ont une très, très grande expertise et expérience dans le domaine. Ils n'attendent pas pour faire. Et les Américains, ils ont cette approche de presse qui avait un pouvoir très important aux États-Unis, de découvrir des choses. Vous avez le New York Times à chaque fois, au bout de quelques années, ça craque. Il y avait après l'affaire Snowden et tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils ont réellement passé ça dans une logique d'activisme. Depuis maintenant 30 ans, on parle de la pieuvre, c'est-à-dire d'une logique qui est une logique décentralisée, absolument pas centralisée, où en fait on s'appuie de la même manière que tout fonctionne par les fondations privées, des gens privés investissent dans les fondations, dans les causes. Et ben, c'est un sujet qui alimente des énormes fondations richissimes. Bill Gates, c'est une des grosses fondations aussi. Il y a Ford, Rockefeller et Bill Gates qui sont énormes. Et puis, chaque année, le Congrès, en fonction des différents dossiers, ils vont ajouter un budget qui va aller vers les fondations. Mais c'est des millions et des millions. Ouais, c'est des énormes budgets. Et la France, le problème en France, c'est qu'on a eu une sorte de blocage après la guerre en Algérie. C'est-à-dire qu'à l'armée, on ne pouvait quasiment pas dire il y a un sujet, c'est la communication, parce que ça n'allait pas pour la carrière des gens. Et on a pendant très très longtemps refusé en fait de se préoccuper de ce sujet. Il a fallu attendre quasiment les années 2000 pour qu'on commence à se rendre compte que c'est pas juste les avions et les tanks, mais que, et surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies, la guerre se passe aujourd'hui beaucoup par les médias. Et pas regarder la façon dont fonctionne le ressenti des gens. Enfin, quand un pays est abattu, c'est le bonheur pour ceux qui ne sont pas abattus, c'est le bonheur des autres. Hein. Donc il faut être conscient de ça, que ce travail-là, il est fait. Et en plus, là où vous avez du pain sur la planche, c'est que le fait qu'il y a une information qui est très uniforme aujourd'hui, parce qu'en fait, sur beaucoup de sujets, il y a une uniformité. Ça crée en contrepartie cette espèce de mouvement terrible de conspirationnisme. C'est-à-dire comme on voit les conspirations inversement partout, et là, on est dans les délires totaux aussi. Donc en fait, déblayer, d'avoir d'un côté une information trop uniforme, sans savoir vraiment comment elle fonctionne, et de l'autre côté, d'être confronté à tout un tas de sites conspirationnistes, il faut vraiment s'accrocher, et il faut chercher toujours avoir d'autres sources, croiser des sources, et surtout pas rester ce qu'on appelle la bulle informationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous restez dans un univers où tout le monde pense la même chose, donc vous vous confirmez dans les idées en disant, puisque tous les autres disent la même chose, c'est que c'est la même chose. Et ça crée une espèce de bulle dans laquelle les gens restent et ils se confirment dans ce qu'ils pensent. Donc il faut toujours sortir de la bulle. Il faut aller chercher ailleurs, il faut lire dans d'autres langues. Moi, je lis en permanence des sources de différents pays parce qu'il y a toujours des angles d'attaque différents et parce qu'on arrive toujours à choper ce positionnement. Et puis il faut regarder la langue, comment on utilise les mots, ce qu'on appelle la logomachie. Quand on dit tout le temps rebelle d'un côté et des méchants de l'autre, regardez comment se bâtit un vocabulaire quand on parle par exemple d'une guerre. Qui est perçu comme gentil, qui est perçu comme méchant, et comment on utilise les mots pour le dire. Et puis il faut chercher d'autres sources. Il faut être vraiment vigilant. Voilà.
Je ne sais pas si tu as le temps. Oui, en retard, je pense. Je vais retarder un peu. Hein? Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux virer déjà ça. J'aimerais juste avoir votre avis. Est-ce que la France fait de la désinformation par rapport à l'islam ou pas? Est-ce que, pardon? La France fait de la désinformation par rapport à l'islam ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'elle désigne un ennemi? Est-ce qu'elle crée le faux débat alors qu'il n'y a pas vraiment de lieu de le créer ou pas? Si tu veux vraiment avoir mon avis sur cette situation, je pense que malheureusement, ceux qui, aujourd'hui, ont créé énormément de faux débats, c'est une des organisations, une des plus puissantes mondiales qui existe et qui est celle des Frères, qui est basée au Qatar, qui a une télé et qui depuis 20 ans, aujourd'hui, fait un travail. Quand on lit des écrits de Bannin, quand on lit des écrits de ce mouvement, il est clairement dit qu'on construit progressivement, qu'il y a une démarche en 2 temps et que c'est parfaitement décrit. Moi, je retrouve vraiment les écrits tels qu'on les trouve dans les écrits de Lénine. Enfin, je ne vois pas trop la différence. Il y a une stratégie réelle. Donc, moi, je dirais que là, on est plutôt très, très en retard parce qu'on a pris... on est dans les démocraties des gens qui croient plus à la nécessité de liberté de parole. Et on a eu cette culture de liberté de parole, une culture où tout le monde peut dire, tout le monde s'exprimer. Et donc, on ne va pas dire à quelqu'un, là, tu vas trop loin. On ne va pas lui dire. Je pense qu'on se défend mal. Un ramadan aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque avec Sartre. Quand Edgar Morin, qui est un philosophe français, écrit des choses avec Ramadan, il est invité au Qatar dans un congrès, dans un hôtel 5 étoiles, et il publie grâce à ça. J'ai dit qu'on revoit juste l'histoire de Sartre, de Triolet, etc. D'accord ? Et à ce niveau-là, je pense on prend seulement petit à petit mesure de ça. C'est pas les parties visibles qui sont importantes, c'est cette influence-là, notamment des frères, des mouvements, qui est puissante parce que ça passe par l'intellectuel, par les gens, par le côté bien pensant, où il ne faut rien dire. C'est un débat extrêmement compliqué. Moi, ça fait 15 ans que je regarde, que je suis ce qui se passe. Bon, quand on voit le lycée avérois, c'est pas... J'ai beaucoup de mal à accepter. Voilà. Je pense qu'on a une grande naïveté. Et que, en fait, on regarde ce qui est visible, c'est-à-dire qu'on regarde les quelques attentats, mais c'est pas ça le vrai sujet, le vrai problème. C'est compliqué. Ce sujet-là, il est compliqué, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant parce que là aussi, il y a énormément d'argent derrière. Et nous, on est nuls. Enfin, je veux dire, on se fait avoir en permanence. Je pense qu'on n'est pas du tout formé pour ça. On n'est pas du tout en France. On n'est pas outillé mentalement pour ça. Pour ces grandes machines, quoi. Les grandes machines où il y a beaucoup d'argent derrière, où il y a des écrits, des stratégies à très long terme, parce que nous, on est toujours dans le court terme, on veut tout voir vite, faire vite, les gens veulent tout de suite des résultats. Alors que là, on est face à des mouvements, comme le mouvement communiste, qui étaient des mouvements qui résonnaient à 50 ans, qui construisaient des choses progressivement. On va prendre les pays progressivement par les urnes, tranquillement, sans effrayer. C'est écrit, enfin, je veux dire, les écrits, ils existent. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas parce que c'est les écrits qu'on trouve, qui ne sont pas cachés. Donc, non, je pense que on est un peu déshabillé à ce niveau-là. On pense trop au tuyau, je pense.